Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Emeric. Et je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Ulysse. Et bonjour. On est là aujourd'hui parce que on va vous parler de Commander Innistrad, les noces écarlates, les decks commandeurs et les cartes en plus, tout ça. On vous a prévu une petite analyse des decks et aussi des 8 cartes exclues en plus. Mais avant toute chose, on va être obligé de faire... La phase de pub. Donc la phase de pub, bien évidemment, on vous rappelle que nos réseaux sociaux sont ouverts à tous. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, où là on risque de poster incessamment sous peu le 20 in 20 out sur les 2 decks commandeurs, ce qui tombe bien, parce que c'est moi qui les avons fait. On en est assez content de cela. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitch, où Thibaut et nous, de temps en temps, on apparaît, on fait une tête. On fait des constructions de decks, on discute, on fait de la... Maintenant, Thibaut s'est mis à faire du React aussi, donc c'est assez sympa. Et on remercie aussi, bien sûr, tous les tipeurs qui nous permettent de faire avancer le projet, pour acheter du matériel, investir dans des cartes pour les prize walls, des week-ends, etc. On les aime beaucoup. Alors, on va commencer du coup à parler de Noces Écarlates, les cartes commandeurs, en ne parlant pas des decks, mais on va parler du coup des cartes exclues qui sont en dehors des decks, mais qui sont quand même considérées dans le set. Elles sont au nombre de 8, et on va commencer tout de suite par Umbris, la manifestation de la peur. C'est une créature légendaire 1-1 pour 3, un bleu et un noir, créature cauchemar et horreur. Umbris, manifestation de la peur, gagne +1/+1 pour chaque carte que vos adversaires possèdent en exil. À chaque fois qu'Umbris ou un autre cauchemar ou horreur arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, un adversaire ciblé exile les cartes du dessus de sa bibliothèque, jusqu'à ce qu'il exile une carte de terrain. Bah c'est bien, hein. C'est un bon commandant. Un peu cher, mais c'est sympa. Ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer tribal, horreur et cauchemar, mais il y a plein de bonnes cartes en bleu et en noir pour exiler des trucs, genre Linley, par exemple. Et on joue que les meilleurs cauchemars ou que les meilleures horreurs, quoi. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont sur le Discord le savent, mais depuis qu'Umbris a été spoilé, je bosse sur la liste. Parce que je suis tombé amoureux de la carte. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Et c'est vrai que, ouais, comme tu le dis, en fait, on n'est pas obligé de jouer que des horreurs ou que des cauchemars. On va prendre que les mieux. Et du coup, ça fait un deck où moi, dans ma liste perso, j'ai intégré beaucoup de meules et d'effets d'exil de cimetière à l'aligner, justement. J'ai pas pour but, en fait, de meuler toute la table, juste de meuler à mort un joueur et de tuer les 2 autres au dégâts de commandant avec Umbris, que ce soit en le rendant imbloquable ou même en lui mettant un truc que j'aime bien qui s'appelle l'infection. Après, il doit y avoir des conneries à faire avec pour meuler toute la table, mais on n'est même pas obligé, c'est ça qui est sympa, quoi. C'est pas un truc trop mauvais, où tu joues une stratégie, c'est un peu sympa, mais ça ira pas bien haut, et c'est pas un truc où t'es obligé de le jouer ultra opti, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, après, le truc, quand même déjà 5 à la base, donc les gens, ils vont devoir venir. À moins que tu joues à base de Mana Vault, Mana Crypt, dans quel cas tu peux jouer rapidement. Il coûte 5, mais il coûte que 2 colorés. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Que 2 colorés, mais voilà, t'es pas obligé de faire Mindcrank, et puis voilà. Mais en tout cas, une carte bien sympa, qui donne en fait l'impression qu'on peut jouer des decks meules et tuer nos adversaires en même temps. C'est ça, sans les tuer exclusivement à la meule, quoi. Donc maintenant, on passe à un nouveau cycle de créatures qui ont toute l'association d'âmes. Donc l'association d'âmes, c'est on peut, quand cette créature ou qu'une autre dissociée arrive sur le champ de bataille, on peut les associer et elles restent, tant qu'on les contrôle, elles sont associées. Et souvent ça donne un bonus quand elles sont associées. Donc là, la première c'est la Séraphine Garde-Souffle, qui est vol et association d'âmes. C'est une 4/4 pour 6 dont 2 blancs, qui est une créature ange. Et tant que la Séraphine Garde-Souffle est associée à une autre créature, chacune de ces créatures a... Quand cette créature meurt, vous pouvez la renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début du prochain entretien. Ça va, c'est pas trop mauvais. Bon, la créature, elle coûte quand même 6. Et le souci, c'est que, contrairement à une carte genre Guide Karmique, là, il faudrait que la créature, elle soit en jeu avant qu'elle meure. En plus, la Séraphine n'a pas le flash, donc tu peux pas essayer de faire des dingueries, tu vois, pour la ramener rapidement ou un truc comme ça, donc...
Ouais, mais je la vois plus comme une carte de réanimation que de trucs à la con comme Guide karmique qui peut faire des boucles. C'est pas incroyable, mais dans un jeu ange, tu vas jouer des réducteurs de coups pour les types de créatures ou des trucs comme ça. Ça reste une carte sympathique. C'est pas ultime, mais c'est sympa quoi. La deuxième carte du cycle, la bleue, c'est le briseur d'esprit impérieux. C'est un humain et sorcier, 1/4 pour 1 et 2 bleus. Il a l'association d'âme, et tant que le briseur d'esprit impérieux est associé à une autre créature, chacune de ces créatures a, à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire meule un nombre de cartes égal à son endurance. Ce que j'aime bien sur la carte, c'est qu'elle coûte pas trop cher et que c'est une 1/4, donc ça va bloquer toutes les 3/3 du monde. Après, c'est de la meule. Bon, c'est pas quand ça touche, ça va, c'est quand ça attaque. Si lui attaque avec une autre bête quand il est associé, ça meule que de 4. En commandeur, c'est pas ultime. Bon, après, si tu l'associes à une 1/13, c'est un peu mieux déjà. En vrai, il serait bien dans un deck Phénax, tu vois. Mais bon. Mais faut attaquer, donc ça va être sympa en début de partie. Ouais, Heureusement, elle coûte que 3. Mais à un moment, tu vas plus vouloir attaquer parce que le mec en face, bah, il va pouvoir te la tuer, quoi. Ah, c'est ça. Juste en bloquant. Mais en début de partie, ça peut commencer à initier le truc. Ou même dans la Zave, tu joues ça, tu vas mettre quelques cartes au cimetière au début, et après, t'auras tes autres cartes qui vont permettre de continuer à alimenter la Zave. Mais au début, t'as ça. Pourquoi pas? La carte suivante, c'est la Tisseuse de Destin, une créature araignée et horreur 1/8 pour 6 dont 2 noirs. Elle a la portée et l'association d'âme, et tant qu'elle est associée à une autre créature, chacune de ces créatures a, quand cette créature meurt, piocher un nombre de cartes égal à sa force. Bah ça, c'est pas mal quand même. C'est pas C'est mal. pas mal, mais c'est une 1/8. Voilà. Ouais, bah alors, elle, oui, c'est con, parce que du coup, c'est qu'une 1/8. Mais elle donne un payoff à la mort de certaines cartes. Ce qui est rigolo, c'est que si t'es dans des boucles à la Gravecrawler, tu peux potentiellement piocher tout ton deck aussi avec. Oui. Parce que du coup, tu sacs Gravecrawler, tu le rejoues, tu réassocies avec les âmes, tu le ressacs, etc. C'est ça, parce que dès qu'une nouvelle créature arrive, on peut l'associer à la créature qui a l'association d'âme. C'est rigolo, mais tu vois, 1/8, bon, bah, ça va bloquer, etc. Mais il a la portée quand même. Ça fait une 1/8 portée. J'aurais préféré, tu vois, une 1/5 ou une 1/6 et tu pioches par rapport à son endurance. Ah ouais. Parce que pour 6, t'as envie de piocher quand même quand ta créature meurt. Après, ça aurait été peut-être un peu cassé avec le sacrifice et la réanimation, mais bon, 1/8, tu vas piocher 1 si elle meurt. Mais t'as plus envie de faire un truc où, ouais, t'as une bête qui arrive, tu l'associes à la tisseuse, tu la sacrifies, tu vas piocher, t'en joues une autre bête, tu la réassocies à la tisseuse. Ouais, c'est ça. En fait, la tisseuse, elle reste là juste pour associer quand un truc arrive. C'est un modeur de draw sympa dans des decks sacrifices, quoi. Mais il faut avoir une belle. Soit des belles forces, soit pouvoir ramener des bêtes assez souvent ou jouer des bêtes assez souvent, quoi. La carte suivante, c'est la Phalange Mirage. C'est un humain et soldat 4/4 pour 4 et 2 rouges, association d'âme. Tant que la Phalange Mirage est associée à une autre créature, chacune de ces créatures a, au début du combat pendant votre tour, crée un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'il a la célérité et perd l'association d'âme. Exilez-le à la fin du combat. Ah, c'est trop bien. Ouais, ça va faire des belles bêtises, ça. Hein. Vous allez l'entendre souvent, mais ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher, mais c'est un finisher dans certains decks. Ouais. Godo, Aurélia. Je pense que je vais la rentrer dans Aurélia, par exemple. Bah, parce que Aurélia, mon plus gros finisher, c'est phase d'attaque infinie. Bah, mais tu fais phase d'attaque infinie avec un célébrant de combat, en fait. Le token n'est pas créé attaquant, donc en fait, tu peux l'exercer à chaque fois. C'est ça. Exerce le jeton seulement, tu refais des phases de combat. Ok, bon, bah voilà. Donc tu peux, comme ça ne crée pas attaquant, sur Neheb ou d'autres cartes qui ont des triggers à l'attaque, c'est sympa, quoi. D'avoir 2 fois l'effet, et ensuite, bah, tu l'exiles à la fin du combat, ou au début, si c'est une carte légendaire, mais non, c'est une super carte. Ouais, c'est une sympa. Vraie bonne carte. Après, voilà, ça coûte 6, donc c'est pas un truc qu'on va faire tout le temps non plus. La dernière carte du cycle, du coup, c'est le cheval de puissance fulminante. Donc il coûte 5, dont un vert. C'est une créature cheval et esprit pour une 3/3 qui a l'association d'âme. Et tant qu'il est associé à une autre créature, chacune de ces créatures a, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ouais, c'est pas trop horrible, je trouve, de pouvoir transformer tes créatures en Wargorger Hydra. Mana Gorger Hydra, pardon. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une hydre qui coûte 3 et en fait qui est 1/1 de base, et chaque fois qu'un joueur lance un sort, tu mets un marqueur dessus, et qui grossit très très rapidement, en fait, en général, quand elle fait un tour de table. Là, j'ai un peu l'impression que ce sera pareil. Ça peut être plus que sympathique dans les decks marqueurs +1/+1. Carte sympa, mais pas ultime, quoi. Ça coûte 5 quand même. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour toutes les cartes du cycle, c'est que ta carte, elle va
permettre de donner le bonus à un autre, elle va l'avoir, mais c'est pas ultime sur elle. Non, il faut c'est trouver ça, en fait. les bons trucs à côté. La rouge, elle va donner une copie, une copie de lui, mais il a pas l'association d'âme, t'as juste une 4-4. L'araignée, tu vas piocher 1 quand elle va mourir. Lui, ça va juste mettre des marqueurs, ce qui est très sympa hein, dans certains packs. Et puis en vert, on peut donner le piétinement assez facilement, mais ça c'est mieux avec une autre créature qui a déjà le piétinement ou une capacité d'évasion pour celui-là, par exemple. Mais sinon, c'est une bonne carte. La carte suivante, on a fini le cycle, donc on a un artefact mythique, c'est la bague de mariage. Coûte 2 et 2 blancs. Quand la bague de mariage arrive sur le champ de bataille, si elle a été lancée, un adversaire ciblé crée un jeton qui en est une copie. À chaque fois qu'un adversaire qui contrôle un artefact appelé bague de mariage pioche une carte pendant son tour, vous piochez une carte. Et à chaque fois qu'un adversaire qui contrôle un artefact appelé bague de mariage gagne des points de vie pendant son tour, vous gagnez autant de points. C'est bien, ça fait de la vraie draw en blanc. Lui va juste avoir un artefact. Faire attention, mais normalement, on va pas le donner au mec qui joue mono artefact écharpe, quoi, mais sinon c'est pas bien grave de lui donner un artefact. Le côté point de vie, ça peut être sympa s'il en gagne, mais c'est un bonus, mais sinon c'est... Enfin, à chaque fois qu'il pioche pendant son tour, tu pioches une carte, ça peut faire de la belle draw. Toi tu vas piocher une carte parce que le mec pioche juste au début de son tour, et si t'as un peu de chance et qu'il pioche plusieurs cartes à son tour, tu vas en piocher pas mal aussi, quoi. Ce qui est bien, en fait, c'est que tu es vraiment un allié pour le temps de la game, en fait, donc ça, c'est plutôt cool. C'est ça fait un outil politique. Ouais. Et fun fact, à la base, dans le développement de la carte, ils avaient prévu une autre ligne de texte qui disait que si un joueur qui contrôle si un adversaire contrôle la bague de mariage perd la partie, vous perdez la partie. Là, ça aurait été un vrai allié, quoi. Ouais, franchement, ça aurait été trop drôle, je crois. Ça aurait été drôle, mais... Enfin, le truc, c'est que si tu te retrouves un contre 1 contre lui à un moment, ce qui va arriver, puisque le truc, c'est que si tu perds, il perd aussi, ça fait drôle. Non, mais si tu joues sur la bonne personne, que tu joues une combinaison qui pioche pas énormément, et que tu joues sur quelqu'un qui est bleu, l'avantage que lui va en gagner est moindre par rapport à ce que toi tu vas gagner, donc c'est cool. Ça. Donc n'oubliez pas de mettre votre bague de mariage sur le joueur simique, c'est très important. Voilà, simique ou mono bleu, enfin quelqu'un qui va piocher pas mal, quoi. Même mono noir, en vrai, ça pioche, hein. Bref, tout ce qui n'est pas blanc. C'est ça. Donc on passe à la dernière carte des cartes exclusives à l'édition Commander. C'est le Suzerain Cercle Creux, qui est une créature loup pour 6, dont 2 blancs, qui est une 4-4 et qui a le flash. Et au début de ton entretien, pour chaque créature que vous contrôlez, qui est un loup ou un loup-garou, tu crées une 2-2 vert loup. Ouais, c'est un excellent payoff, je trouve, au deck loup-garou qu'on va commencer à voir là avec Tovolar qui est arrivé dans l'édition dernière. Le coût paraît beaucoup, mais en fait tu joues vert, donc c'est pas si grave que ça. Ce qui est fort surtout, c'est que ce truc elle flash. Donc ça flash, tu joues vert, tu joues en commandeur. Non, le coup est pas horrible, l'effet est vraiment puissant. Dans le bon deck. T'en refais 6. Bon, ça risque d'être géré avant. Ouais, après si t'as le bon pack, assez de. Mais voilà, il y a de la protection au vert. Il paraît, ouais, il y en a pas mal. Mais non, en tout cas, la carte est sympa, le design est cool. Si on joue pas loup et loup-garou, pour 6 t'as une 4-4 et attends l'entretien, tu refais une 2-2. Donc même là, c'est déjà presque rentable. Si tu joues jeton et que t'as une doubling season, c'est bon. Ah, tu joues en simic avec les trucs qui doublent tes effets d'entretien. C'est ça, ou doubler les effets d'entretien, ou saison de dédoublement, ou vie parallèle, c'est bon, c'est une bonne carte. On va donc maintenant passer au deck. La raison pour laquelle vous êtes ici. Les deux decks, en fait, on les détaillera de la même façon. On parlera dans un premier temps des commandants. Ensuite, on parlera de la stratégie globale du deck, des cartes qu'on a trouvées, des nouvelles cartes intéressantes dans le deck et des bons reprints dans le deck. On va donc commencer avec le deck Azorius. Donc, le deck Azorius, escadron spirituel, qui a à sa tête Millicente, la revenante agitée. C'est une créature légendaire esprit et soldat. Coûte 5, un blanc et bleu. C'est une 4-4. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque esprit que vous contrôlez. Elle a le vol. Et à chaque fois que Millicente, revenante agitée ou qu'un autre esprit non jeton que vous contrôlez meurt, ou inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. C'est un excellent commandant, je trouve. C'est un bon commandant esprit quand même. Ouais.
Ça peut rebuter de voir le coup de mana au début, mais faut pas oublier que ça baisse de 1 pour chaque esprit qu'on a. Donc ça. admettons, tu joues un esprit au T1, un esprit au T2, un esprit au T3, au T4, tu peux sortir Millicent. Il y a autre chose, c'est que si tu le joues T4, ou même tu le joues T7, t'as pas du tout d'esprit, et on te le gère avec un truc ciblé, bah déjà, la taxe de commandant, elle coûte que 1 de moins, parce que bah, quand il est arrivé, t'as déjà fait un esprit. C'est vrai. Donc, virtuellement, à chaque fois que tu le joues, ta taxe de commandant réduit de 1. Bon, s'il y a un Rasboard, il va falloir le payer 9. Ouais. Mais au final, je pense que... Bon, même si t'as un Rasboard, hein, tes autres esprits non jetons, ils meurent, tu fais des esprits dessus. Voilà, c'est ça. Donc, Franchement, je pense que ça va être très rare de le payer 7. Ouais. Et qu'il va être... Enfin, ça va pas être si dur de le ramener plusieurs fois dans la partie. Ouais, et puis c'est un bon commandant tribal dans le sens où Millicent donne un sacré bonus aux esprits, puisqu'en gros, elle va dire qu'à chaque fois que vous avez un esprit qui touche, vous faites un esprit, ou quand un esprit meurt, vous faites un esprit. Donc c'est quand même assez puissant. Et en même temps, enfin, clairement, c'est ok, je trouve. Enfin, la carte est bien, Ouais, elle est pas datée, quoi. Elle est juste bonne. Et il y a des bons esprits, surtout dans ces couleurs. Non, c'est vraiment bien. Du coup, on passe au deuxième commandant du pack, c'est Donal Hérodel, un commandant mono bleu qui coûte 4, dont 2 bleus. C'est une créature légendaire humain et sorcier 3-3. Et il a comme effet, à chaque fois que vous lancez un sort de créature non légendaire, avec le vol, vous pouvez le copier, excepté que la copie est un esprit 1-1, en plus de ses autres types. Et ça, seulement une fois par tour. Ouais, bah, même une fois par tour, je prends. Hein. Tu t'amuses à faire un deck tribal vol, tu mets un peu des trucs qui te permettent de jouer avec le flash. En bleu, c'est pas trop compliqué. Et tu rentres tous les bonnes créatures bleues qui ont des bons ETB et qui volent, comme le Vagabond de Pensée ou le Dracon Pèlerin. Franchement, il y a moyen de faire un deck extrêmement sympa. Pas trop cher, je pense, en plus. Non. Et qui peut vraiment te permettre de faire une sacrée diff pendant que tu joues, quoi. Je pense que le deck est fort en plus. Avec les bonnes cartes, le deck est fort, c'est au cast, donc c'est même pas quand ça arrive. Donc un contre, on s'en moque. Et non, bon après, il faut que ça soit une créature non légendaire, ce qui est pas bien grave, et c'est une fois par tour, mais c'est pas seulement pendant ton tour. Donc, comme tu dis, avec le flash, bah, si tu peux jouer pendant le tour des autres, tu vas faire plein d'esprits, en plus d'avoir la carte à côté, quoi. Non, ouais, le design, encore une fois, c'est super bien qu'ils profitent de ces packs-là pour faire des cartes design un peu funky. Franchement, j'aime beaucoup Donald. Très cool. Ouais, j'aime bien aussi. Le prochain commandant, ou plutôt les prochains commandants, puisqu'en fait, nous avons le retour des paires de commandeurs qui ont un partenariat l'un avec l'autre. Donc je vais lire le premier et Ulysse lira le suivant. Donc nous avons Rhoda, la vengeresse des Geist, créature humain soldat 3-3, 3 et un blanc. Elle a le partenariat avec Timin ou Timine, le jeune Geist. Elle a la vigilance, et à chaque fois qu'une autre créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si elle n'était pas déclarée comme attaquante, elle mettait un marqueur +1/+1 sur Rhoda, vengeresse des Geist. Son partenaire, du coup, c'est Timin, le jeune Geist, qui est une créature légendaire esprit pour 5, dont un bleu. C'est une 3-4 vol. Et au début de chaque combat, on peut engager jusqu'à une créature ciblée. Et il a bien sûr le partenariat avec Rhoda. La paire est amusante. Tu vas devoir jouer tribal, j'engage les créatures en face. Rhoda, elle punit un peu comme un cercle de vérité, qui était un enchantement qui dit que si une créature est engagée, si c'est pas pour attaquer, tu pioches une carte. Donc du coup, tu punissais les decks qui jouaient beaucoup de mana d'orc. Là, Rhoda, plus les gens ils vont engager de créatures, plus tu vas pouvoir la rendre forte. Après, cercle de vérité, on pioche une carte, là on met un marqueur sur elle. Oui, c'est un peu moins bien, mais elle a la vigilance, donc elle va devenir... Elle a la vigilance, au moins. Ça va vite être un mur. Je sais pas, je trouve la paire de commandants intéressant. La paire est sympa sans plus, je trouve. Après, si on veut les jouer tout seul, Rhoda, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Trop compliqué. Même s'il y a encore il y a quelques communes et Unco qui disent payer un blanc ou un incolore un blanc, engagez là et engagez une créature adverse. Mais bon, ça paraît un peu poussif. Ouais. Timin, c'est... On peut essayer de le jouer tout seul. Parce qu'au moins, il a un effet qui dépend de lui. Mais bon, c'est juste engager une bête, quoi. Mais la paire est sympa, sans... Ouais, c'est ça, ça fera un petit deck basé autour d'une mécanique engage des créatures, donc c'est... C'est ça. Cercle de vérité est la meilleure carte du pack. Mais du coup, on va commencer tout de suite avec les nouvelles cartes qui sont présentes dans le deck, et on commence par les renforts du Drogskull.
C'est une créature esprit soldat 2/2, elle coûte 3 et 1 blanc. Elle a la mêlée. Donc à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Et elle dit, les autres esprits que vous contrôlez ont la mêlée. Et prévenez toutes les blessures non-combat qui devraient être infligées aux esprits que vous contrôlez. Bah, pour un deck esprit, c'est bien. Ouais, c'est clair. La mêlée, c'est vraiment sympa. Surtout que tu vas avoir plein de tokens, donc tu vas même juste envoyer un token à droite, à gauche. Comme ça, ils ont tous +3/+3. Et ensuite, on prévient toutes les blessures non-combat qui sont infligées aux esprits, quoi. Donc, tous les petits... Enfin, mettez 12 dégâts à toutes les créatures, bon, bah, on s'en moque. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est ce qui est ouf avec ce méga lord, on va dire, parce que, en fait, ça paraît bête, mais donner la mêlée aux esprits, c'est que ça semble quand même assez fort. C'est que, du coup, c'est bon en attaque, à cause de la mêlée, et c'est bon en défense. Et c'est assez rare que des lords soient bons dans les deux cas, quoi. Non, c'est un bon lord d'esprit, quand même. La carte suivante, c'est un enchantement qui est la bibliothèque hantée pour 2 dont 1 blanc. Donc à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous pouvez payer un incolore. Et si vous faites ainsi, on vous crée un jeton de créature 1/1 blanc esprit avec le vol. Oh bordel. Ah ouais, non mais ça va, c'est pas mal. Hein. C'est pas très cher. Hein. C'est vraiment pas cher. Le problème en fait, c'est va falloir avoir 1 de temps en temps. Maintenant, l'enchantement ne coûte que 2. Il y a beaucoup d'applications à ce truc. Ça risque de punir énormément les joueurs qui jouent des strats un peu aristo. Je vois bien les moments où en fait tu vas attaquer, ça va être ton tour, tu vas attaquer avec 3-4 esprits, tu vas faire des dégâts, tu vas garder tout ton mana up. Et vu que tu joues Azorius, les gens ils vont dire ah il a peut-être des contres, du coup on va faire gaffe. Il peut pas boubouiter, enfin il peut pas interagir avec mon boubouitage. Bah si en fait, tu grossis encore plus ton board quoi. En plutôt fin de partie, tu as pas mal de mana, tu joues une Vrasse, il te reste 2-3 mana, bah tu vas payer 2-3 et tu vas pouvoir avoir un peu de board quoi. C'est clair. Alors ça te coûte beaucoup de mana au final, il faut jouer la Vrasse, mais si t'as rien d'autre à faire, bah t'as clear le board, et toi derrière, bah t'as 2-3 petits jetons pour te protéger ou pour continuer à remettre la pression tout de suite quoi. Non, c'est une bonne carte. La prochaine carte, c'est la prêtresse du grave béni, un humain éclair 1/2 pour 2 et 1 blanc. Et elle dit, au début de votre étape de fin, créez X jetons de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. X étant le nombre d'adversaires qui contrôlent plus de terrain que vous. C'est sympathique. C'est quand même moins bien que les 2 premières cartes qu'on a citées. Oui. Mais c'est sympathique. Après, le blanc commence à avoir de quoi avoir des terrains et être à égalité, voire au-dessus des autres. Ouais, mais tu préfères quoi? Aller chercher un terrain parce qu'un mec en a plus que toi, ou mettre un esprit parce que le mec en a plus que toi? Mais ça va dépendre du pack, et des cartes que je joue dans mon pack. Après, c'est une 1/2 pour 3, c'est correct. C'est plus que correct, ouais. C'est ça, c'est que c'est au début de l'étape de fin, donc malheureusement c'est pas à l'entretien, donc le joueur d'avant il a joué un terrain avant vous, mais si vous ratez un land drop, bah après vous allez faire, et que au moins un adversaire n'en rate jamais, bah vous allez à chaque fois faire un esprit quoi. Moi je la trouve super bien. Moi j'aime bien, mais je trouve pas que ce soit la meilleure des nouvelles cartes du deck, mais elle est sympathique. La carte suivante c'est la tempête d'âme, donc c'est un rituel pour 6 dont 2 blancs. Et on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de votre cimetière. Chacune d'elles est un esprit 1/1 avec le vol en plus de ses autres types, et on exile la tempête d'âme. C'est une excellente carte. Je crois que vraiment... ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc monodirectionnel et asymétrique à ce point-là, en blanc. C'est vraiment super fort. Ouais. Et toutes les cartes du cimetière, il n'y a pas qui sont arrivées ce tour-ci, machin. Ok, c'est des esprits 1/1. Ce qui compte, c'était ETB. Avec Millicent, ça va être... Non, franchement... En plus, ce qui est bien, c'est que ça fait pas des tokens, quoi. Vraiment, vraiment bien. Ça va trigger Millicent à chaque fois si tu la joues avant. Si t'as pris Vrasse, et que... bah, au final, pour 8 mana, tu vas rejouer tous tes esprits, et Millicent pour 2. Ouais. Donc pour 8, ça te coûte moins cher que de rejouer Millicent à 9 tout court. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Au final, si t'as 5 esprits dans le cimetière, enfin 5 créatures dans le cimetière, parce que tu renvoies toutes les créatures et c'est des esprits. Mais même dans les decks pas esprits, c'est fort quoi. Ouais. C'est toutes les créatures de ton cimetière. Non, c'est vraiment une super carte. La prochaine carte, c'est le Salut Soudain. C'est un éphémère qui coûte 2 et 2 blancs.
Choisissez jusqu'à 3 cartes de permanence ciblées dans le cimetière qui y ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. Renvoyez-les sur le champ de bataille, engagés sous le contrôle de leur propriétaire. Vous piochez une carte pour chaque adversaire qui contrôle au moins un de ces permanents. J'aime beaucoup cette carte. Ça a plein d'utilités Après Vras, tu peux toi récupérer des trucs. Ça peut juste aussi, pour 4, te permettre de récupérer un bon truc dans ton cimetière, de redonner 2 permanents à 2 adversaires pour piocher 2 cartes. Donc ça fait de la draw quand t'en as besoin. Ça fait de la réanimation à toi quand t'en as besoin. Tu peux aussi juste ramener 3 bonnes bêtes, quoi. Et ça coûte que 4. Non, c'est vraiment une bonne carte. Donc c'est en éphémère, donc tu peux faire ça. Un adversaire il fait Vras, toi t'as gardé tes 4 mana parce que t'avais ça ou t'avais rien d'autre à jouer. Ah bah tiens, moi je vais rejouer mes 3 créatures et puis c'est à mon tour. Non, c'est. Voire même si les mecs ils s'amusent à jouer des Vras qui cassent tout ce qui est. Même les permanents de mon terrain, tu peux toujours le jouer, redonner des artefacts au mec et dire bah vas-y, je vais piocher, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est permanent. C'est pas seulement des créatures, quoi. Non, c'est très bonne carte. Ensuite, on va passer aux cartes bleues. Exclusive, donc la prochaine, c'est le Souffle des Éveillés, qui est un enchantement pour 4 dont un bleu. Vous pouvez lancer les sorts d'esprit comme s'ils avaient le flash. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature pendant le tour d'un adversaire, engagez jusqu'à une créature. On va toujours garder notre mana ouvert en fait. Et dans ce pack, c'est bien de garder son mana ouvert. C'est bien. Et les gars vont essayer de vous proposer des menaces, tu vas pouvoir jouer un esprit, dire bah non parce que je lance un sort de créature, du coup j'engage ta bête. C'est une carte pour les decks esprits, mais au final, c'est pas qu'une carte pour les decks, pour les partenaires de j'engage des trucs, parce que bah déjà juste tu peux jouer tes esprits en flash, c'est cool. Et en plus t'as un petit avantage à le faire, quoi. Et t'as aussi l'avantage de dire bah je garde tout le temps mon mana ouvert. Donc il est tout le temps, les adversaires sont tout le temps sous la pression de il a un contre, il a une Vras, c'est ça. Il a du mana pour payer la bibliothèque hantée, il a des trucs, quoi. Exactement. Mais en fait c'est juste bah non, il a envie de jouer ses esprits, quoi, c'est tout. Mais du coup ça donne le choix, quoi. Ouais. T'es pas obligé de te commit à jouer tes bêtes pendant ton tour. Tu peux attendre la fin du dernier tour de l'adversaire. Si t'as pas eu joué tes contres, tes sorts de gestion, bah tu joues tes bêtes. Et sinon, bah tu t'es sauvé la tête avec tes sorts de gestion et de contre et de protection, quoi. Ah, la carte est très très cool. La carte est vraiment cool, ouais. La prochaine carte aussi est très très cool parce qu'elle a un joli chapeau. C'est l'Antiquateur éthéré, c'est une créature esprit 2-3 qui 3 et un bleu. Elle a le vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous enquêtez X fois, X étant le nombre d'adversaires que vous avez. Et chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton 1-1 blanc esprit avec le vol. Bah c'est une bonne carte. Ouais. C'est 2-3 vols, bon c'est correct. Quand elle arrive, on va enquêter souvent 3 fois. Ou si c'est en fin de partie 2 fois, mais souvent 3 fois. Et ensuite, bah, à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte, ce qui arrive assez bien dans les jeux bleus, quoi, bah on fait un esprit en plus, quoi. Ça c'est sûr que ça arrive souvent. Et on le verra dans la liste, mais dans la liste il y a des effets qui vont faire... Il y a une mission de reconnaissance qui fait qu'en fait on va piocher... Il y a pas mal de moyens de piocher plusieurs cartes par tour. Donc l'enquêteur éthéré va trigger plusieurs fois et pas juste grâce à ses indices, quoi. Et même dans d'autres packs, ça peut être sympa, ça fait on enquête, donc ça fait des tokens... C'est indices, c'est ça, en français? Ouais, ça fait des indices. Et ensuite, bah, si notre pack il pioche pas mal, bah, on fait des petits esprits pour se protéger. Ouais. Non, c'est sympathique. La prochaine carte, du coup, c'est l'imitation obsédante. Donc c'est un rituel pour 3 dont un bleu. Chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de créature révélée de cette manière, vous créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est une 1-1, et que c'est un esprit en plus de ses autres types, et qu'il a le vol. Ça c'est déjà sympa. Mais en plus, si aucune carte de créature n'a été révélée de cette manière, on renvoie l'imitation obsédante dans la main de son propriétaire. Donc on pourra la rejouer. Ouais, ok. Voilà. Genre, ouais. Ah, c'est vraiment cool, hein, si tu veux... Putain, le fait que le sort, en fait, il va jamais, entre guillemets, enfin, il va fizzle. Mais le fait que, tu vois, tu puisses le reprendre jusqu'à ce que... Ça. Après, tu peux pas avoir de chance à avoir une mauvaise créature, mais dans les faits, l'effet de la carte, pour le coup, est très très cool. Mais c'est ça, c'est que, bah, si tu le joues et qu'il a rien fait, bah, t'as juste perdu 3 mana, et ça a augmenté ton Counter Storm de 1. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, ouais. Et c'est chaque joueur
Donc, dans un pack qui joue pas mal de bêtes comme celui-ci, bah, des fois, ça peut juste, toi, te faire une copie d'une bête qui va arriver au tour d'après, quoi. Ah, puis on va le voir, il y a des créatures, t'as vraiment envie d'en avoir plusieurs sur le board. Ah bah oui, oui. Bah, même des petits lords, ou même des créatures qu'on a vu, hein, le renfort du Drogskol. Ah ouais, un double renfort, tout à double mêlée, let's go. C'est ça, tout à double mêlée. Boum. La prochaine carte, c'est la Révélation Occulte. C'est un éphémère qui coûte X et un bleu. Piochez X cartes, puis défaussez-vous de X cartes. Et créez un jeton de créature 1-1 blanc et esprit avec le vol pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Je suis moins fan de cette... C'est une bonne carte, mais le piocher X, défausser X, bon, ça fait du tri. Et ensuite, il faut avoir vu un nombre de cartes assez conséquent quand même. C'est cool, Ouais, on voit plus de cartes. La carte est loin d'être mauvaise, quoi qu'il arrive. Hein. Piocher X, défausser X en éphémère, c'est pas trop mauvais. Mais j'aurais peut-être préféré un truc de... Même juste un piocher X, défausser X-1. Juste, on peut garder une carte. Ah ouais. Tu vois. Mm. Mais après, moi, il y a certains packs où j'ai des cartes où je veux très vite voir des pièces de combo ou très vite vider ma bibliothèque. Bah, ça me permet de faire de la sélection aussi dans ce que je vais avoir, quoi. Et de virer trop de landes si j'ai trop de landes, ou d'aller chercher des landes si j'en ai pas, et de virer trop de cartes actives trop chères. C'est une bonne carte quand même. La suivante, on revient à... C'est la dernière carte exclusive en bleu, et on revient à une créature. C'est l'Arcaniste Spectral, c'est une 3-2 pour 4, dont un bleu. C'est une créature esprit et sorcier qui a le vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieur ou égal au nombre d'esprits que vous contrôlez depuis un cimetière sans payer son coup de mana. Si ce sort devait être placé dans le cimetière, exilez-le à la place. Depuis un cimetière. Oui. C'est ridicule comme carte. Sinon, pour c'est 4, trop bien. tu rejoues un sort à 1 pour 4. Enfin, dans ce pack-là, t'auras jamais un seul esprit. Mais même si t'as qu'un seul esprit, pour 4, t'as une 3 de vol qui rejoue un sort à 1, gratuitement depuis un cimetière. Puis si t'as 2-3 esprits, ça commence à être bête. Non, c'est vraiment une bonne carte. Elle est intéressante, et je pense même que, comme tu l'as dit, hein, le fait de pouvoir relancer un truc à 1, c'est presque une excuse pour se dire qu'au final, on la verra ailleurs que dans un deck esprit. Bah, c'est un sorcier aussi. Ah, avec Inala. Dans le deck Inala, ça peut être pas mal. Tu joues ça, tu rejoues 2 sorts à 1. Bah non, tu fais des sorts à 2 vu que t'as 2 esprits. Du coup. Ah oui, en plus, maintenant que t'as 2 esprits, Ah oui. c'est vrai, tu fais des sorts à 2. Non, c'est vraiment une... Mais même dans un deck pas sorcier, pas esprit, enfin... Et puis ça reste une 3 de vol pour 4, ce qui, avec un effet aussi fort, c'est très correct, quoi. Bah c'est ça en fait. La dernière carte du coup c'est le désordre au tribunal, c'est un éphémère qui coûte X, un blanc et un bleu. Et il dit exiler X créatures ciblées, puis enquêter X fois. Renvoyer les cartes exilées sur le champ de bataille engagées sous le contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Bah c'est fort. C'est pas trop mal, ouais, ça permet de te dégager d'une race, un peu compliqué, tu peux... Si une phase de combat se passe mal, tu peux essayer de sauver les miches d'une de tes créatures. Ou exiler des trucs en face pour... Ouais, pour pouvoir attaquer, ouais, carrément. Pour pouvoir passer. Et en plus de ça, tu enquêtes. Ouais, t'enquêtes autant de fois, donc en fait ça te donne des balles pour plus tard, enfin franchement... C'est ça. Non, c'est une bonne carte, hein. Mm. C'est vraiment une bonne carte. Et dans un pack où on va avoir beaucoup de tokens, mais aussi du coup beaucoup de TB qui vont faire des tokens ou qui vont faire n'importe quoi d'ailleurs, qui vont avoir un ETB, bah on peut le faire chez soi, on peut le faire en face pour sauver ses bêtes, en face pour passer sur une grosse phase de bourre, et en plus de ça, après on enquête et on a des indices pour pouvoir continuer, quoi. Du coup maintenant on va parler des bons reprints qu'on trouve dans ce petit deck Esprit Azorius. En commençant par les créatures, vu que la plupart des cartes c'est des cartes que vous connaissez, on va pas s'attarder des ans dessus, et surtout on va les faire 3 par 3. Donc ce sont des cartes qu'avec Ulysse on a estimé être la bienvenue en reprint, soit parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue, soit parce que elle est logique dans le deck dans lequel elle se trouve. Donc on va commencer par 3 bonnes créatures, le Fantôme Suprême, le Teint de Chêne et le Capitaine du Drogskol, qui sont tous les 3 plus ou moins des lords, enfin 2 en sont complètement un. Le Teint de Chêne un peu moins, mais il donne le pouvoir de lancer comme le flash, donc ça reste très fort. Ensuite, on a 3 rééditions qui nous font des tokens. On a l'exécuteur pendu, le bouvier du crépuscule et le gardien sacré des esprits, qui sont 3 bonnes bêtes pour faire des tokens esprits, dont le gardien qui n'avait pas été réédité depuis sa première édition en Commander 2014.
Les créatures suivantes, c'est des créatures qui sont plus basées sur les moments du combat. On retrouve l'éternel, le magnifique Geist de Saint-Traft. Et le berger spectral, une créature que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, elle va vous permettre de protéger vos meilleurs esprits en les remontant dans la main et en les jouant plus tard. Ensuite, on a 2 bêtes qui vont nous permettre de piocher. Ces 2 bêtes blanches, on a l'évêque des temps passés et le menteur of the Meek, qui ont tous les deux des conditions, mais qui vont bien nous faire piocher dans le pack. Et enfin, pour finir avec les créatures, on va parler des créatures qui nous permettent d'apporter un peu de contrôle à la table, avec le clerc pénitent qui va exiler des cimetières, le héros du Nebelgast qui va engager des créatures à chaque fois qu'un autre esprit arrive en jeu, et la musenée des vents qui va avoir un effet de prison fantomale. Et en parlant de prison fantomale, bah ça tombe bien parce qu'elle est dans le pack aussi. Toujours dans la gestion, on a aussi en sort non créature, on a prisonnier de la lune qui est très très fort, mutation de son brassier qui n'est plus à prouver maintenant, et retour au pays qui est devenu un classique. Et enfin, on a aussi en gestion 3 Vras dans le pack, donc anéantir les puissants, colère selon Kirtar, et le déluge de l'arme qui date de M20. Et enfin, qu'est-ce que serait un deck bleu sans de la pioche? Et pour ça, on a 2 belles cartes, on a mission de reconnaissance et mélodie lointaine. Donc du coup, Ulysse, vers quoi est-ce qu'on s'est dirigé pour le 2020 Out pour ce Qu'est-ce que deck-là? tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors pour rappel, le 2020 Out, en fait, on va prendre le deck préconstruit, on va en enlever 20 cartes, et on va en rajouter 20 de notre cru pour donner une autre direction au pack. C'est ça. Bah du coup, on a surtout ajouté des bons esprits qui manquaient, et on a enlevé quelques cartes qui étaient un peu hors synergie ou synergiques avec les autres commandants. Voilà, on a ajouté des bonnes cartes d'esprit, quelques lords, un peu de draw, et on arrive à un truc sympa, et vous pourrez voir ça sur les réseaux sociaux. Donc on passe sur le nouveau deck qui est le deck Rakdos Vampire, qui s'appelle le deck Lignée Vampirique. Donc avec à sa tête Stréphane, progéniteur Morer. Qui est une créature légendaire vampire et noble. C'est une 3-2 pour 4, dont un noir, un rouge, qui a le vol. Et au début de votre étape de fin, vous créez un jeton sang pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Et à chaque fois que Stréphane attaque, vous pouvez sacrifier 2 jetons sang si vous faites ainsi. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de vampire de votre main. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et les jetons sang, c'est des nouveaux jetons qui sont arrivés dans cette extension. C'est un jeton artefact qu'on peut payer 1, l'engager, le sacrifier et défausser une carte pour piocher une carte. Tout le monde attendait le préco-vampire. C'est impossible de pas faire la comparaison avec l'autre préco-vampire qui est Edgar Markov dedans. Et pourtant, en fait, quand tu les compares, celui-ci, il part dans une direction un tout petit peu différente avec Stréphane, où en fait, on va vouloir pinguer les gens dans un premier temps, ensuite générer du sang, et avec ce sang, on va vouloir cheater des coups. Donc en fait, ça va être un deck go tall, en fait, plus que go wide, comme on peut avoir l'habitude de voir avec les multiples decks vampires que vous pouvez rencontrer avec les gens qui jouent Edgar Markov. La strat est très différente, mine de rien, et elle en est non pas moins intéressante. L'autre créature légendaire mythique du deck, c'est Timothar, le baron des chauves-souris. C'est un vampire noble 4-4, 4 et 2 noirs. Il a la parade, défaussez-vous d'une carte, et à chaque fois qu'un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer un incolore et l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton de chauve-souris 1-1 noir avec le vol, et il acquiert, quand cette créature inflige de blessures de combat à un joueur, sacrifiez-la et renvoyez la carte exilée sur le champ de bataille engagé. Ah, c'est bien, j'aime beaucoup cette carte. En plus, il est sur son trône, là, posé. Déjà, l'illustration, il est ultra posé, donc ça, c'est trop bien. C'est qu'en fait, il joue avec ce trope ultra connu du vampire qui se transforme en chauve-souris pour s'échapper à la mort. Non, le pack a l'air... la carte est bien, et le pack, si on le joue en commandant, le pack a l'air intéressant. Va falloir protéger ces petites 1-1 pour pas perdre ses cartes à tout jamais. Déjà, on n'est pas obligé de les exiler. Donc non, le pack a l'air assez intéressant, et bon, Timothar coûte un petit peu cher, mais en noir, ça va, ça se fait. Ouais, en fait, maintenant, en noir, on a largement les... Enfin, on les a depuis un bout de temps, hein. Mais on a largement les moyens de compenser des CCM un peu élevés par de la rampe bien énervée. Ou des réducteurs de coûts, hein, comme une corne du héros, tu vois, si t'es sûr d'avoir que des vampires dans ton deck, ou quasiment, c'est pas très grave, quoi. C'est ça, mais on n'est pas obligé de jouer que des vampires, on peut jouer des très bons vampires
qui eux vont être amenés par Timothar. Et à côté, jouer juste des bonnes cartes noires qui vont jouer sur le sacrifice parce qu'on va sacrifier pas mal de tokens, qui vont jouer sur tout ça, quoi. Les commandants suivants, du coup, c'est les partenaires. Donc on a Kember, la saccageuse, qui est une 3-4 vampire gredin légendaire pour 4, dont un noir, qui a le partenariat avec Laurine, la diversion, qu'Emeric vous présentera. Elle a le lien de vie, et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez un point de vie, et vous créez un jeton sang. Et du coup, son partenaire, c'est Laurine la diversion. Pour 2 et 1 rouge, vous avez une 3-3 humain et gredin, partenariat avec Camber la saccageuse. Elle a l'initiative, et elle dit, pour 2 incolores, sacrifier un artefact ou une créature, inciter une créature ciblée. Bah, c'est pas trop mal tout ça. Malheureusement, il y a eu un petit problème de reveal sur Camber. Elle est plus faire comme ça. Mais avant, du coup, sur le reveal, c'était pas écrit qu'un adversaire contrôle. Mais ouais, c'est à chaque fois qu'une créature meurt, non? C'est ça, à chaque fois qu'une créature meurt. Ouais, ça semblait fort. Ça semblait vraiment fort pour 4. Et Laurine, ce qui est sympa, c'est que ça donne un autre moyen de jouer avec les artefacts, et du coup les tokens sang que Camber va produire. Ça va être un deck un peu mignon, Rakdos Politicar, à base d'incitation, où tu vas dire, ouais, bah tiens, toi tu vas attaquer là-bas, et comme ça, moi je vais faire... Vous, de l'autre côté, vous allez faire du sang, et après, il faudra trouver un moyen d'utiliser notre sang à bon escient. Pas facile à dire. C'est ok sans plus, ce sera un petit deck sympa, mais ce sera pas... Voilà. C'est ça, comme les partenaires du deck Esprit. Ouais. C'est sympa, mais c'est pas ultime. Et les 2 autres nouvelles créatures légendaires des packs sont bien plus impactantes, mais ça peut être un petit pack sympa à monter, Rakdos incitation, un peu politique. Je vais gagner quelques points de vie, je vais faire du sang, après je vais inciter tes bêtes. Ça peut être rigolo. Donc on part sur les prochaines cartes noires exclusives. Donc la première qui est une créature, les fauteurs de troubles de la croisée, qui sont des vampires 5-5 pour 6 dont un noir, et qui ont comme capacité les vampires attaquants que vous contrôlez ont le contact mortel et le lien de vie, et à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Waouh. Non, la carte elle est très très solide. Elle est bien. Même si elle coûte 6. Mais ouais, mais ça reste une 5-5. C'est une 5-5 en fait, c'est ça aussi. C'est pas, voilà, c'est pas une 1-1. Et j'aime beaucoup le payoff à la mort de tes vampires, c'est cool. Oui. Bah ça a fait l'effet Erebos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Erebos. Et en plus, les vampires attaquants que vous contrôlez, mais ils ont contact mortel, lien de vie. Ouais. Donc les adversaires ont moins envie de les bloquer, quoi. C'est ça. La carte est bien. La prochaine carte, c'est un artefact. C'est le cœur de verre. Donc artefact pour 2 et 1 noir. À chaque fois qu'au moins un vampire que vous contrôlez attaque, créez un jeton sang. Pour 1 noir, vous l'engagez, vous payez un point de vie, vous créez un jeton de créature 1-1 blanc et noir vampire avec le lien de vie. Et pour 2 mana noirs, vous pouvez l'engager, sacrifier le cœur de verre et 13 jetons sang. Chaque adversaire perd 13 points de vie et vous gagnez 13 points de vie. Ça me fait rire, mais c'est très moyen, mais ça me fait beaucoup rire. Bah en vrai, moi je l'aime bien avec son... Une fois par tour, tu peux faire un vampire en fait. Oui, voilà, il y a ça. Mais après, la deuxième capa, c'est sacrifier 13. En vrai, si t'arrives à le faire. Bah si t'arrives à le faire, 13 points de vie, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. 13 à tout le monde, hein. Ouais, à tout le monde. Non, c'est pas mal. Après, et puis ça coûte pas si cher, au final, ça coûte 2 et 1 noir, et après, 2 noirs et l'engager. Et 13 jetons sang. Mais non, si t'arrives à le faire, bah c'est vraiment pas mal. Avec Stéphane, il y a moyen d'arriver au 13 en vrai. Enfin, dans le meilleur des cas, qu'avec Stéphane, tant que les 3 par tour. Moi, la carte me fait marrer, et en même temps, je me dis qu'elle peut avoir sa place. Alors, dans Edgar, je sais pas. Et en même temps, enfin, c'est pas trop horrible, hein. La carte, elle sera jamais vraiment mauvaise. Donc, ouais. à tester en vrai. En vrai, dans Edgar, ça peut rentrer, hein, quand même. Pour 1, tu l'engages, tu payes un point de vie, tu fais un vampire en plus. À chaque fois qu'un vampire attaque, tu fais un sang. Ça peut être pas mal. La carte suivante, c'est la colère d'Olivia. Donc un rituel pour 5, dont un noir. Donc chaque créature non vampire gagne -X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Bah là, voilà la petite phrase monodirectionnelle pour les decks vampires, tout confondu là. Pas mal ça. Ça c'est fort, tous les packs vampires c'est fort quoi. Ça compte pas sur toi, enfin si tu joues que des vampires ça marche pas sur toi. Et bah tu vas en avoir des vampires quoi. Dès que t'arrives à -5 c'est rentable. Après là en plus actuellement, à part une bête, toutes les cartes du deck sont vampires. Ah non, 2. Il y en a 2. Il y a Laurine et il y a une carte dont on va parler juste.
Il faudra faire attention juste aux chauves-souris de Ah oui, mince, les de chauves-souris. Timotard qui sont pas vampires. Oh merde. Oh non, Elles quel sont pas fail. vampires. Oh Donc, merde, faut c'est... pas la jouer quand t'as plein de petites chauves-souris. Ouais, bah tant pis. Voilà. Mais ça reste une super carte. Et je pense Oui, que oui, même bien dans Timotard, tu peux la jouer. Ouais. La prochaine carte est une carte que j'aime beaucoup. C'est l'heure du prédateur. C'est un rituel qui coûte 1 et 1 noir, et ça dit jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée. Vous pouvez regarder et jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. C'est beaucoup trop bien. Oh là là, toutes tes créatures, ça devient C'est- des contis si elles touchent. Ça coûte 2. En fait, genre, Faut payer les sorts après, d'accord, mais ça coûte que 2. mais tu vois, même si c'était pour 2, tes créatures, elles ont menace, c'était déjà ok, tu vois. Ah mais ça aurait été super. En vrai, pour 2, toutes tes bêtes, elles ont menace jusqu'à la fin du tour. C'est trop déjà bien. C'est trop bien. Et là, en plus, tu peux les jouer, t'as perdu ta bête, t'as plus le sort, machin, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Tant que tu veux, bah ça fait l'effet Conti. Après, Non, c'est pas à mettre dans tous les decks. Non, bien sûr. Ça va être un truc qui va être jouable dans les decks Swarm, tu vois, et des decks qui en auront quelque chose à faire de prendre des cartes en haut. Tu vois, genre, si tu... Bon, on va prendre Edgar Markov comme étant le deck vampire classique. Oui. J'aurais du mal à le voir dedans, en fait. T'en as un peu rien à faire de ce que tu vas choper, tu vois. Ouais, mais en fait, dans Edgar Markov, t'as tellement de bêtes que pour 2, donner la menace à toutes tes bêtes, ça peut te permettre de tuer la table. Donc juste pour ça, moi je la jouerais dans Edgar déjà. Et en plus, c'est un bonus en fait. Moi je le vois plus comme un bonus. Peut-être t'auras toujours une connerie à jouer quoi. Ouais. Même un removal, un machin quoi, tu vois. Mais non, moi je pense que c'est jouable dans énormément de decks. Presque tous les decks noirs qui attaquent quoi. La carte suivante, c'est l'archifielleux d'ombre grange, qui est un démon, une créature démon de 8/4 pour 7, dont un noir. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force la plus élevée parmi les créatures sacrifiées, de cette manière. Et il a la folie pour 3, dont un noir, et 8 points de vie. Donc la folie, c'est si vous vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous faites ainsi, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. C'est beaucoup de mana pour pas grand-chose. En fait, pour 3 et 8 points de vie, 8 points de vie. c'est ok. Après, t'as quand même une 8/4. Mais Ouais. l'effet de la carte est un peu osef, quoi. Enfin, Ah ouais, en fait. ouais, si, tout le monde va sacrifier une bête et tu vas gagner peut-être 5-6 points de vie, ok. Mais pour 7, t'as jamais envie. Bah non. Et pour 3 et 8 points de vie, bah ça peut être rentable si quelqu'un sacrifie un truc qui a 8 de force, quoi. On va maintenant du coup passer aux cartes rouges avec la première carte qui est l'alchimie artérielle. C'est un enchantement qui pour 2 et un rouge dit quand l'alchimie artérielle arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton sang pour chaque adversaire que vous contrôlez. Et les jetons sang que vous contrôlez sont des équipements en plus de leurs autres types et ont la créature équipée gagne plus 2 plus 0 et équipement 2. Bah je trouve ça pas si mal, mais dans le bon pack. Après, dans un pack qui va jouer le marteau de Nazan, l'équipement tu t'en moques, quoi. Ah tiens, toi qui joues beaucoup Boros équipement, tu le jouerais ça, le chimie artérielle, en vrai? Non, parce que j'aurais pas de quoi faire assez de tokens sang. Et parce que dans mon pack Boros équipement, les places commencent à être très 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 chères. Mais dans un pack équipement un peu plus Sir Gwyn ou Arden Rograg, je le jouerais. Ouais. Moi, je vais jouer pas tant d'équipements que ça dans mon pack. En fait, dans Aurelia, je joue des gros équipements, mais j'en joue pas tant que ça. Mais dans un truc où tu as envie de jouer plein de petits équipements, je trouve ça cool. En tout cas, ouais, moi, la carte, elle me fait bien marrer. On a un bon payoff au token 100 qui est autre que sacrifier un artefact, faire un truc. C'est ça. Et je trouve que l'illustration représente bien le truc du mec qui sculpte Ouais, une ouais. épée en sang. Mm. Tu vois, ça représente exactement la carte. La carte suivante, c'est la Majesté Imposante, un rituel pour 5 dont un rouge, qui dit que chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher un nombre de cartes égal à la valeur de mana la plus élevée d'un commandant qu'il possède sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement. Putain, mais c'est dangereux de jouer ça contre un mec qui va jouer Millicent. Hein. Oui. Donner une main au joueur esprit, toi tu vas avoir pioché 4 cartes, quoi. La carte peut être cool, mais pas là. Dans ce pack, ça va être compliqué, mais en vrai, chaque joueur peut se défausser. Bien sûr, pas obligé. Mais en vrai, et c'est ce qui la rend aussi un peu dommage, tu vois. C'est pas une aubaine, c'est pas une will. C'est une will si les gens ils le veulent, et ce sera même pas une vraie will parce qu'au final. Moi, je pense que dans Godot, ça sera joué par exemple. Parce que le commandant il coûte 6. Dans Dargo GSK, est-ce que t'as pas envie de jouer Majesté Imposante? Non, parce que c'est une carte à 5, Dargo GSK, il y a moins de 2 de coup de mana moyen. Donc... Ouais, mais tu piochettes.
Et ouais, elle est sympathique sans plus. La prochaine carte, c'est l'Argousine Markov. C'est un vampire et soldat 6-6 pour 4 et 2 rouges. À chaque fois que l'Argousine Markov ou un autre vampire arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, l'Argousine Markov se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et à chaque fois qu'une créature blessée par l'Argousine Markov ce tour-ci meurt, crée un jeton sang. Bah, c'est fort, hein. Ah, ça va très très bien dans la synergie du deck. Hein. T'enlèves tes 2 marqueurs sang, tu la joues, elle arrive en jeu, elle se bat contre une créature, elle est attaquante, elle va aller mettre des dégâts. Si le mec il bloque, elle s'est rentabilisée quoi. Mais non, mais c'est une 6-6 quoi. Donc elle va souvent tuer des trucs. Elle va tuer des 4-4, des 5-5. Et c'est à chaque fois que elle ou un autre vampire arrive, et c'est elle qui se bat, c'est pas le vampire qui arrive. Bah oui. En tout cas, ouais, la carte est simple. Donc la prochaine carte, c'est une créature, l'incendiaire de minuit. Une 3-2 pour 4, dont un rouge. Donc, quand il arrive sur le champ de bataille, on peut détruire jusqu'à X artefacts sans capacité de mana. X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Je comprends pas pourquoi est-ce que Wizards ils veulent pas qu'on vire les cailloux en fait des gens. C'est quoi le problème? Ce serait trop méchant, c'est ça? Bah je pense que c'est ça. Parce que là t'en détruis plusieurs. Et X c'est le nombre de vampires que vous contrôlez, donc enfin, le mec qui a... Parce que tu lui détruis un caillou, bon. Mais le mec qui a 3 cailloux, qui a 2 mana, il arrive à s'en sortir parce qu'il a 3 cailloux. T'arrives, t'as 3 vampires, tu lui casses ces 3 cailloux, ça fait un peu mal. Tu vois? Ouais. Je pense que le pas de capacité de mana, c'est plus lié au fait que tu peux en détruire beaucoup. À part casser des équipements, tu veux faire quoi? Soit ça va être des équipements, soit t'as déjà perdu quand le mec il joue son Netherflux réservoir ou sa citadelle de Bolas, tu sais. Ça peut être des créatures. C'est pas ultime, hein, on est d'accord. C'est ok. Mais Comme ça, oui, par non, contre, je sais j'aime pas. bien. C'est le Sillon de l'Opulence. C'est une vampire et noble 3-1 pour 2 et 1 rouge. À chaque fois que le Sillon de l'Opulence ou un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, vous créez un trésor. Pour 1 rouge, sacrifiez 2 artefacts, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Bah c'est bien. C'est Ouais. une bonne carte. Ça C'est fait des une- trésors et pas des 100. Oui. Donc ça permet un peu de recycler. Tu vas sacrifier des sangs pour faire un jeton vampire. Enfin, pas pour faire un jeton, pour faire un vampire. Ouais. Ce vampire à un moment risque de mourir, du coup, tant que t'as le Sillon de l'Opulence, tu vas la recycler en sang, donc c'est sympa. C'est ça. Non, et c'est une bonne carte dans les packs vampires. Ça peut être une bonne carte aussi dans Prosper. Si t'as Xorn et Prosper et elle, en fait, tu vas payer un rouge, tu sacs 2 trésors, t'exiles la carte du dessus, tu l'avances. Ça va te faire 2 trésors grâce à. Ouais, Tu donc t'as juste un rouge à payer à chaque fois quoi pour exiler la carte du dessus. Oui et non, parce qu'il faut aussi que tu payes la carte. Ah non, juste pour exiler la carte du dessus. Après, pour la payer, oui. Ouais, c'est ça. Non mais... Et puis c'est une bonne bête, je trouve. Moi j'aime bien. Non, elle est cool. Donc la dernière carte, c'est la valse sinistre qui coûte 5, dont un noir, un rouge et qui est un rituel. Vous choisissez 3 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière, renvoyez sur le champ de bataille 2 d'entre elles au hasard et mettez l'autre en dessous de votre bibliothèque. C'est pas trop mal en vrai, hein. On verra, surtout dans ce deck-là où vous allez avoir beaucoup de créatures qui ont énormément de CM. Et en fait, à un moment, même si le hasard rentre en jeu, si tu choisis 3 grosses cibles, en vrai, il n'y a pas vraiment de hasard. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une et deux, une au hasard, où là, bah, ça fait qu'une sur... Là, 2 sur 3 au hasard, ou si t'as choisi 2 bêtes que t'aimes bien et une un peu moins bien, t'es sûr d'en avoir une des deux, quoi. Et la dernière, elle est pas exilée ou quoi que ce soit, tu la remets dans ta bibliothèque, donc t'as une chance à un moment de la reprendre si tu peux remélanger, ou etc. Non, c'est une carte sympathique. On va maintenant passer aux bonnes réimpressions qui sont dans ce deck, en commençant par les créatures, et on va commencer par les créatures, la folie. Puisque on l'a vu précédemment, mais la folie va très très bien avec les jetons sang. Donc pour ça, on a 4 créatures, on a Lavaleur Falkenrat, Condamné de Stromkirk, Dévastateur d'Ornieux et Occultiste de Stromkirk, qui ont tous soit la folie, soit une mécanique axée autour de la défausse de carte. On a aussi des bons lords qui ont été réimprimés dans le pack. Donc on a le vampire cordial, le capitaine de Stromkirk et l'héritier élancé, ainsi qu'un enchantement qui n'est du coup pas un lord, mais qui va bien booster les vampires et qui s'appelle la mascarade stancienne. On a ensuite le retour de créatures qui font du drain de vie avec l'artiste de sang, le noble Falconrat et la sorcière de sang de Malakir. Il y a aussi 2 super réimpressions de vampires, donc la quêteuse de sanctuaire, qui n'avait pas été réimprimée depuis sa première impression à Ixalan, et la revenante de Nirkana, qui était de Rise of Eldrazi, je crois. Ouais, c'est ça. Et qu'on avait qui est vu aussi en Battle Bond. Battlebond, ouais, mais qui est aussi une vraiment bonne carte. Du côté non-créature, on a aussi pas mal de trucs sympas. On a beaucoup de pioches dans ce deck, avec Chuchotement Nocturne, qui est
une bonne réimpression, le Pacte d'année, ainsi que Passion pour l'Antique. Et enfin, on a 3 très bons sorts de gestion qui ont été réimprimés. Donc, le Charme de Rakdos et la Salve Vandale, ainsi que l'Acte Blasphématoire. Et pour finir, ils nous ont mis dans le deck Écho en Fusion, qui est un enchantement qui date des commandeurs de 2020, qui était dans le deck humain, et qui va très très bien dans ce deck. Du coup, pour ce qui va être du Va In, Va Out, vers quoi est-ce qu'on s'est tourné, Ulysse? Et bah pour ce 20 là, on a continué la stratégie vampire, parce que il ramène quand même des vampires. Mhm. Donc on a enlevé les cartes qui étaient pas assez synergiques ou qu'on trouvait pas assez bien pour le pack, ou qui étaient trop en rapport avec les autres commandants, et on a rajouté surtout 2 bons vampires, quelques bons sorts, quelques payoffs au token 100. Et vous pourrez voir tout ça sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on a regardé un peu plus en détail les nouvelles cartes et ce qu'il y avait d'intéressant dans les decks, si on devait résumer un petit peu l'ambiance générale de ces packs. Moi j'aime beaucoup ces 2 packs là. Je trouve que depuis quelques éditions, ils font vraiment des très bons packs commandeurs qui sont autant accessibles pour les nouveaux joueurs et quand même très intéressants pour les joueurs plus expérimentés. Pas que un produit pour les nouveaux joueurs, ni un produit que pour les joueurs qui ont beaucoup d'expérience ou même un peu d'expérience dans le format. Et non, ces 2-là, il y a de très bons reprints, les nouvelles cartes sont vraiment super, les commandants sont très cool, les commandants alternatifs aussi, à part les partenaires que j'aime un peu moins bien mais qui sont sympas aussi. Non, c'est vraiment pour moi une bonne édition. Ouais, je te rejoins là-dessus. Alors que je suis un vieux joueur, j'aime toujours revoir de nouvelles créatures légendaires. Et là, en fait, encore une fois, ils arrivent à nous montrer que on peut faire un vampire qui est différent de ce qui se faisait jusqu'à présent de mieux, qui était Markov. Ils peuvent nous donner enfin un bon lore d'esprit, parce qu'on n'en avait pas en fait jusqu'à présent. Bon commandant d'esprit, ouais. Et même les créatures à part, Donal et Timothar, les deux ont des espaces de construction qui sont très intéressants. Je suis un peu moins chaud pour les partenaires, sinon les cartes excluent vachement cool. Et bien sûr, les reprints. Maintenant, je me demande qu'est-ce que ça donnerait si on prenait les 2 de Midnight Hunt et les 2 de Crimson Vow et que tu faisais une table avec les précos. Ce serait intéressant à voir ça. J'avoue, j'ai pas du tout la réponse. J'en sais rien. Et bah du coup, ça va être à vous de nous répondre dans les commentaires. Alors en vrai, dites-nous quel est sur le papier, quel est votre deck préféré, non pas parmi ces 2-là, mais parmi les 4. Vous comptez aussi Leinor et Villelt, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils aiment le deck Villelt. Je pense que Villelt est bien parti, ouais. Faudrait qu'on voit pour organiser ça, tiens, une bataille de préco. Pourquoi pas, ouais, en stream un jour peut-être. Ce serait rigolo. En tout cas, voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va clôturer cet épisode. Merci Ulysse. Merci à toi. Et merci à Thibaut de nous avoir laissé l'opportunité d'enregistrer notre propre épisode. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez surtout pas à nous faire vos retours et sur cet épisode un petit peu spécial et sur vos decks et comment vous améliorerez soit Stéphane, soit Millicent. Et n'oubliez pas bien évidemment que bientôt le 20 in 20 out arrive sur les réseaux avec ces 2 decks là. Sur ce, du coup, on va vous dire à la prochaine alors. Salut! Salut, à la prochaine!